Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on va en parler avec l'ami de l'émission, le dépanneur favori d'On parle auto, Luc Le Baron. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Luc. Que faire vous allez avoir du boulot ce week-end, parce que on peut faire une parenthèse, une petite parenthèse pour Luc. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez fait, vous savez Luc, par rapport au péage et par rapport à l'autoroute, la sensibilisation sur le corridor de sécurité pour les patrouilleurs. C'est ça, oui, on a fait ça. Le Vinci a mis en place cette semaine sa campagne de sensibilisation sur le corridor qui s'appelle Quand allez-vous percuter. Et effectivement, j'étais invité au péage de Saint-Arnoux en Île-de-France. Mercredi dernier, en Île-de-France. Et puis voilà, c'est pour que les gens puissent voir un petit peu les dégâts de fond. Si je peux me permettre une remarque, la plupart des véhicules qui sont exposés, parce qu'il y a des véhicules de patrouilleurs qui sont... on a l'impression qu'ils ont été mâchouillés. C'est des camions, 90% du temps, qui percutent ces véhicules-là. Bon là, pour le 14 juillet, on est à peu près peinard, puisqu'ils vont pas rouler. Oui, mais ils n'ont pas le droit de rouler le 14. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas le droit de rouler lundi. Non, mais ils vont pas rouler dimanche. Ils peuvent rouler lundi, effectivement. Ils peuvent rouler lundi. Surtout, ce qu'il faut faire attention, quand on parle des poids lourds, là, c'est les distances de sécurité, que les gens respectent, que les poids lourds respectent bien les distances de sécurité. Oui, parce quand ils suivent, ils voient pas bien devant, et c'est ça, c'est important. Exactement, parce que si un poids lourd suit trop près un autre, qui a justement un véhicule qui est arrêté sur le bas-côté, il se déporte. Le premier, il l'a vu depuis longtemps, donc il se déporte, mais le deuxième, il est surpris. Et c'est là qu'il percute le véhicule du patrouilleur. Un poids lourd qui tombe en panne à cause de la chaleur. Alors, mais ça arrive. Alors, Luc, déjà, on laisse le dépanneur de côté pour le moment. On va dire que on n'a pas envie de l'appeler. Alors, pour ne pas avoir à l'appeler, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant le départ? Là, on fait appel au mécanicien. Au garagiste. Ce qui est bien, c'est de pouvoir, dans les périodes d'avant-vacances, alors, chez nous, ça commence au fin mai, juin, tout ça, c'est des grosses périodes de contrôle. C'est de faire vérifier son véhicule, de faire vérifier si la vidange, l'entretien est fait correctement, sinon faire les niveaux, vérifier le liquide de refroidissement, voir si le liquide de refroidissement est bon, s'il est au niveau, s'il est correct. Comment on sait s'il est bon? On le goûte et puis non. Oui, des fois non. À la couleur. Oui, exactement. Bon, à la couleur, on peut le voir s'il est vraiment sale, on se dit qu'il faut le nettoyer. Ouais, s'il est pourri, il est marron, on est d'accord. Alors voilà, il doit être bleu ou jaune. Bleu, jaune, rouge. Ouais. Après, nous, on a des appareils pour tester le pH et tout ça, donc on voit s'il est bon ou pas. Voilà, donc c'est ça, c'est important parce que c'est ça qui va faire partie du cycle de refroidissement de la voiture. Après, on peut regarder si le ventilateur se déclenche bien au bon moment. Voilà, tout ça, c'est des contrôles qu'on puisse faire. Ne pas oublier, c'est de faire contrôler sa batterie. Bon, même si moi je dis toujours que la batterie ça lâche quand ça veut, mais on peut faire déjà un contrôle de batterie déjà pour être sûr qu'elle n'est pas abîmée. Ouais. Bon, donc ça c'est de la prudence. On pense à gonfler ses pneus également avant de partir. Voilà, exactement, c'est le principal. Ouais. Ça permet de baisser la consommation, ça permet d'éviter l'éclatement quand on roule vite sur autoroute. Sur l'autoroute, ouais. Quels sont les signes annonciateurs d'une surchauffe moteur? Je roule peinard et d'un coup... Ce que vous pouvez avoir, c'est un voyant déjà au tableau de bord, un voyant rouge qui s'allume, l'aiguille de température qui va monter anormalement. Ça m'est arrivé ça une fois. Peut-être éventuellement ça peut aller jusqu'à la perte de puissance. Et puis des fois on arrive à sentir aussi, il y a des fois des odeurs il y a une odeur un petit peu bizarre, âcre dans la voiture, un truc comme ça. Donc ça ça peut annoncer ça. Et puis alors après, si vraiment on monte dans le truc, il y a la fumée, il y a tout ça. Alors on va y arriver, mais bon. Si mon aiguille elle monte de température, je fais quoi? Je m'arrête, je continue de rouler, je fais quoi? Non, moi je m'arrêterai. Alors on peut mettre aussi, donc couper la clim et puis allumer le chauffage. Bon, ça c'est pas dans cette période-là, c'est pas agréable, mais on parlait juste avant là, il y avait la cuisson des poulettes, ça va être exactement ça. Comme ça, on arrive sur l'aire de service, on est à point. Non, mais en ouvrant les fenêtres et en mettant un peu le chauffage, ça peut permettre au circuit de chauffage de disperser un peu la chaleur, etc.
et puis permettre de se garer sur le bas côté. Bon, il faut s'arrêter. Si ça commence à chauffer comme ça sert à rien de continuer. Ça va engendrer des risques supplémentaires et puis un risque de casse moteur. Ouais, le risque, c'est déjà dans un premier temps ce qu'on appelle la rupture du joint de culasse. Voilà. Ouais. Personne ne sait exactement ce que c'est, mais bon, on se doute. Voilà. Joint entre le bloc moteur et la culasse, qui laisse donc passer de l'eau dans le moteur. Et quand on brûle de l'eau, entre guillemets brûler de l'eau dans le moteur, ça fait une jolie fumée blanche derrière. Donc surtout s'il y a une fumée blanche derrière, on s'arrête, hein. On est d'accord là. Bah oui, on s'arrête. On s'arrête le plus vite possible. Et puis il faut s'arrêter en sécurité, oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que les voitures, elles sont concernées par les pannes dues à la chaleur, tiens? Pas tout. Toutes les voitures peuvent être concernées, mais bon, heureusement, on n'a pas ça systématiquement quand il commence à faire chaud. Mais effectivement, on a beaucoup de voitures qui sont mal entretenues, je vais dire, et puis donc qui sont plus sujettes à ces problèmes de chauffe moteur et puis de risque en cas de canicule comme on a en ce moment, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr que les voitures électriques étant plus récentes, il n'y a pas les mêmes défauts d'entretien. Mais cela dit, mais ils ont un liquide de refroidissement quand même. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est plus que le seul contrôle qu'on a à faire. Ouais, en fait. Il faut d'ailleurs peut-être lever le pied un peu si vous êtes en voiture électrique. Déjà, vous ferez plus de kilomètres. Et puis surtout, les batteries, si on dépasse 40 degrés, la température de la batterie, la température idéale pour la techno des batteries qu'on a majoritairement sur les voitures aujourd'hui, c'est environ 25 degrés. Donc on se doute que le système de refroidissement, il va être mis à rude épreuve. Et si c'est trop chaud, vous allez avoir un mode dégradé c'est-à-dire que vous allez avoir moins de puissance. La voiture donnera l'impression de pas trop avancer. N'essayez pas de forcer à ce moment-là. Arrêtez-vous pour laisser respirer la batterie, quoi. Et à l'ombre, surtout. C'est possible. Est-ce qu'on peut profiter de la présence de... Et qu'est-ce qu'on parle ? On voulait qu'on parle des pannes, moi. Allez, c'est ça. Et voilà. Oui. Alors donc, malheureusement, j'ai pété mon joint de culasse. Donc ça, c'est la fumée. Voilà. Donc je suis sur le bord de la route. Je fais quoi ? Déjà, j'appelle qui ? J'appelle ma mère au secours. C'est ça, on peut le faire aussi, ça peut être ça. On appelle Laurence et puis... Est-ce que c'est une bonne idée d'arroser le moteur avec de l'eau déjà ? Non, ça sert à rien, parce que ça s'évapore tout de suite. Non, ce qu'il faut faire, c'est se rejoindre le plus rapidement possible, se mettre déjà en sécurité, s'arrêter, mais essayer de s'arrêter en sécurité tant que possible sur la bande d'arrêt d'urgence, essayer de se serrer bien, sur la bande d'arrêt d'urgence. Où le mieux, c'est de trouver un refuge et se mettre sur le refuge, parce que là, au moins, on est en sécurité. C'est allumer les feux de détresse et sortir de la voiture. Faut faire sortir de la voiture tout le monde en essayant de sortir par la droite si possible, pour pas trop pour pas faire de danger, et on se met derrière son gilet jaune. Voilà, et on se met derrière la rambarde de sécurité. Ça c'est si on est sur l'autoroute, mais si on est sur une départementale ou une nationale, on se gare le plus sur le côté possible. Il y a un numéro particulier pour appeler justement des dépanneurs. Alors, sur l'autoroute, oui. Sur l'autoroute, vous avez des bornes qui sont tous les 2 kilomètres et qui permettent d'appeler le PC sécurité de l'autoroute qui va, lui, vous envoyer le dépanneur. Le dépanneur agréé d'ailleurs, parce que attention, il n'y a pas que, comme on en avait parlé dans une précédente émission, il faut faire attention aux dépanneurs pirates, mais donc bien prendre le dépanneur que l'autoroute va vous donner. Et puis si vous tombez en panne sur une route nationale ou sur une route de campagne où il n'y a personne, le mieux c'est d'appeler l'assistance de votre assurance. Ça c'est impératif, parce que comme ça eux vont vous gérer déjà votre voiture et ils vont pouvoir gérer aussi la poursuite de votre voyage, l'hôtel si besoin, la location de voiture, etc. Voilà, tout peut gérer et c'est vrai que c'est bien parce que si on n'a pas d'assistance, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'assistance. Si on n'a pas d'assistance, après, s'il y a au moins le téléphone, c'est de trouver le garagiste le plus près ou de trouver... On peut appeler la police qui peut nous donner... On peut appeler la police, oui, bien sûr, la police, la gendarmerie, eux vont vous donner les coordonnées du dépanneur avec qui eux ils travaillent et qui serait dans le coin où vous êtes en panne. Bien sûr. Alors malheureusement, il n'y a pas de téléphone national ou de téléphone d'urgence pour appeler les dépanneurs, ce qui pourrait être sympa d'ailleurs, parce que ça permettrait aux gens d'avoir un numéro dans la tête. D'habitude, Luc, c'est Laurence qui pose la question, mais un dépannage, ça coûte combien sur autoroute et sur une route normale ?
Alors, un dépannage sur autoroute, ça coûte dans les 150 € pour un véhicule de moins d'une tonne 8. De moins de 3,5 tonnes, pardon, de moins d'une tonne 8, non, excusez-moi. Et puis au-dessus, on est à 180 ou 200 € à peu près, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres exacts dans la tête, mais on est dans ces eaux-là. Donc, ah oui, ça fait un trou dans la caisse des vacances. Vaut mieux regarder voilà, avant, après, c'est plus cher. Ouais, même si vous, ça après, vous permet c'est plus cher la nuit. Voilà. Après, c'est plus cher la nuit. C'est plus cher la nuit ou le week-end. Bon, super. Merci beaucoup, Luc. Merci, Luc Le Baron. Merci. C'est moi qui vous remercie. Passez un bel été et puis profitez des beaux soleils. Hein. Oui, en se protégeant et surtout sur la route, soyez prudents pour vous, mais soyez aussi prudents pour les dépanneurs et les patrouilleurs. S'il vous plaît, regardez devant vous. Lâchez vos téléphones portables parce qu'ils sont aussi beaucoup à l'origine des accidents avec les patrouilleurs ou les dépanneurs. Et faites le corridor de sécurité. Dès que vous voyez un dépanneur ou un patrouilleur sur le bas-côté qui est en intervention sur site, vous écartez. Et s'il faut ralentir, vous ralentissez évidemment s'il y a beaucoup de monde et vous faites un triangle de protection. C'est pour ça qu'on l'appelle le corridor de sécurité.